Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Aisne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie, je suis ému et heureux en même temps de prendre pour la première fois la parole avec vous comme interlocutrice, puisque je pense que nos amis qui nous écoutent, nos auditeurs, nos auditrices le savent, vous êtes notre nouvelle chargée de communication depuis la date du lundi 4 novembre. Voilà, c'est un poste qui était attendu et très important pour nous, voilà, très précieux. Donc merci d'être là pour ce rendez-vous et cet entretien avec nos amis du diocèse de Perpignan-Aisne, que je suis heureux de retrouver et je les salue cordialement. Eh bien, merci à vous de l'accueil que vous m'avez réservé. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour ce tout premier podcast où nous avons le plaisir d'échanger sur l'assemblée plénière des évêques qui s'est déroulée la semaine dernière à Lourdes. Déjà, est-ce que vous avez passé un bon moment, Monseigneur ? Oui, bien sûr, j'ai passé un moment. Alors c'est un moment qui dure une semaine pratiquement. Oui. Donc c'est toujours un moment très fort, avec beaucoup de dossiers de travail à faire. Mais donc ce n'est pas de tout repos. Mais je l'ai vécu cette assemblée vraiment très positivement depuis maintenant presque 17 ans que j'y participe. Je peux dire que j'apprécie toujours ces moments de rencontre fraternelle où la collégialité, c'est le mot qu'on utilise pour parler de la communion entre évêques, la collégialité s'expérimente vraiment entre nous de manière affective et effective. Il y a une réelle fraternité. Alors, voilà, moi j'apprécie ce temps de travail ensemble. Nos échanges sont toujours menés dans un climat de profonde écoute et aussi, je dois le dire, avec beaucoup de professionnalisme. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est finalement une assemblée plénière et puis son rôle au sein de l'Église en France ? Alors, l'assemblée plénière, comme son nom l'indique, c'est l'un des deux grands temps forts de l'année où les évêques de France, alors toutes catégories confondues, c'est-à-dire les évêques titulaires, comme c'est mon cas, les évêques auxiliaires, les coadjuteurs, parce qu'il y en a au moins un dans notre assemblée, c'est Monseigneur François Touvet, évêque coadjuteur de Toulon, et puis les évêques émérites. Il y a toujours quelques aînés, voilà, des évêques retraités qui y participent. Et donc, à l'Assemblée, tous ces évêques se rassemblent à Lourdes, depuis longtemps déjà, pour quoi faire ? Eh bien, pour discerner les orientations et les décisions à prendre au plan pastoral, porter un regard sur l'actualité de la société et du monde, et puis bien sûr envisager l'avenir et se donner ensemble les moyens de l'évangélisation pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez un moment marquant pour vous durant cette semaine que vous voulez nous partager ? Oui, bien sûr. Alors, l'Assemblée de novembre, comme elle dure une journée de plus que celle de printemps, c'est aussi l'occasion pour le Conseil permanent, le président de Monseigneur de Moulin-Beaufort et ses deux adjoints, d'inviter des personnalités d'autres nationalités, enfin d'autres églises. Et là, notre assemblée a été marquée, entre autres, par la présence parmi nous de sa béatitude, l'archevêque gréco-catholique des Ukrainiens, Monseigneur Sviatoslav Shevchuk. Alors que l'Ukraine en est à sa 142e semaine de guerre,
l'archevêque, donc le primat des Ukrainiens, de l'Église gréco-catholique, soutient beaucoup le peuple ukrainien, notamment en rédigeant chaque semaine des billets de résistance spirituelle. Il nous les envoie d'ailleurs d'une manière régulière, et c'est très poignant. Alors, Monseigneur Shevchuk, il est venu dire d'abord sa reconnaissance aux évêques de France, dont il disait qu'ils étaient les premiers d'Europe à avoir ouvert les portes de leurs églises aux réfugiés ukrainiens. Le président Macron lui demandait, puisqu'il a été reçu par notre président, il lui demandait quel était le secret de la résilience, du courage et de l'indomptabilité, en quelque sorte, des Ukrainiens. Et la réponse de l'archevêque a été de dire, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est la clé de cette résilience. Pourquoi ? Parce qu'elle porte des valeurs de dignité et de liberté qui donnent véritablement sens à la vie. Et bien sûr aussi, il a ajouté que c'est la foi qui soutient le peuple ukrainien, une foi qui puise à la force divine. Et c'était beau qu'il puisse nous le redire. On en avait la conviction, mais voilà, il nous l'a dit très fort. Et puis, il y a eu un moment très poignant lorsque sa béatitude, c'est le titre qu'on lui donne, a fait à notre président, donc Monseigneur Éric de Boulin-Beaufort, le cadeau, imaginez un peu, d'un fragment de drone iranien qui était destiné à détruire sa résidence épiscopale et qui a été intercepté à temps. Et donc, voilà, il a offert à Monseigneur de Moulin-Beaufort dans un beau cadre, voilà. Autant dire que sa présence a été pour nous très, très poignante. Il a fait retentir au milieu de nous la voix de l'Ukraine qui se défend et qui se bat. Et en ce sens, on peut le dire, il est une voix de la conscience européenne. 142e semaine de guerre, c'est vrai que, pour être honnête, je n'avais pas conscience de ce temps long. Donc effectivement, ça a dû être touchant. Alors si vous le voulez bien, on va changer de sujet. Et je voulais qu'on revienne sur le sujet des scouts, parce que c'était une première, leur présence était une première. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi leur participation était importante et comment vous percevez l'engagement de ces jeunes au sein de l'Église ? Oui, alors ça a été aussi un très beau moment, rafraîchissant, on peut dire, cette jouvence-là. Alors, est-ce que c'était la première fois ? Je ne suis pas si sûr, mais je pense qu'il y a effectivement longtemps qu'on n'avait pas invité les représentants du scoutisme à une assemblée plénière. Alors, pourquoi cette invitation ? Parce que il faut se rendre à l'évidence que le scoutisme en France, c'est pas moins de 170 000 membres, toutes branches confondues, une dizaine de branches dans le scoutisme en tout. Alors, c'était l'occasion, bien sûr, aussi qu'ils rendent visible cette part de la jeunesse chrétienne dans le paysage ecclésial français. Et puis, voilà, c'était aussi un moment favorable pour qu'ils s'expriment ensemble, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils voulaient. Enfin, on les invitait pour qu'on entende d'eux ce qu'ils voulaient nous dire. Et c'était important parce que si par le passé des clivages sont apparus autour des pédagogies mises en œuvre par chacune des branches, on découvre davantage aujourd'hui que la diversité du scoutisme, enfin des branches qui le constituent, est une richesse, au lieu d'être un obstacle. Et voilà, chaque branche a, je dirais, son propre écosystème, et c'est ça qui est enrichissant. Et donc, on
on voit qu'au fil des années, voilà, la fraternité entre les trois mouvements, surtout, hein, les scouts et guides de France, les scouts unitaires de France et puis les scouts d'Europe, cette fraternité s'affermit et joue un rôle très fort en ce sens. Les messes interscouts, elles y contribuent beaucoup et justement, nous allons vivre la nôtre ce dimanche au parc du CUP et je m'en réjouis. Alors, on sait que le scoutisme, c'est une belle école d'engagement pour les jeunes, notamment par la promesse, hein, promettre pour faire de son mieux, avec ce qu'on appelle la BA, la bonne action quotidienne, hein, qui n'est pas une fioriture, mais la bonne action quotidienne, c'est un chemin de sainteté. Hein, voilà, la bonne action quotidienne, elle consiste à faire le bien et à le faire avec joie, discrétion et même humour, pourquoi pas. Donc dans le scoutisme, on peut dire qu'il y a un beau témoignage de foi la foi chez les scouts, elle est vécue comme un chemin avec les autres. On peut aussi noter l'enjeu missionnaire aujourd'hui du scoutisme, chez les scouts et guides de France en particulier. On peut dire que le scoutisme se vit hors les murs. Il y a une demande, il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants et de jeunes qui rejoignent ces branches du scoutisme, n'ont pas été catéchisés, ils sont sans culture chrétienne, ils sont un peu comme une page blanche, hein, sur laquelle on peut écrire de très belles choses. Et donc le scoutisme attise vraiment aujourd'hui la quête spirituelle et les demandes de sacramentelles, notamment par la croissance des catéchumènes. Il y a une demande croissante de baptême. Et puis un autre aspect qu'on peut faire valoir, c'est que le scoutisme a un impact très significatif sur notre société. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelque temps et qui révélait que près de 90% des anciens scouts s'engageaient dans la vie associative et 60% s'engagent dans leur paroisse. Donc c'est quand même pas négligeable. Le scoutisme a pour objectif de faire de chaque jeune un citoyen qui soit utile et qui soit actif. Voilà, c'était important aussi de le faire valoir. Eh bien, d'ailleurs, l'enseignement catholique, je sais, a également été un sujet central durant cette assemblée. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels cet enseignement doit faire face aujourd'hui ? Alors, il y en a bien sûr plusieurs. Alors, l'enseignement catholique, il y a pratiquement à chaque assemblée plénière une séquence de travail avec le secrétaire général et puis ses adjoints. Philippe Delorme, d'ailleurs, a fini son mandat. Donc il sera renouvelé par quelqu'un d'autre. Et il était là, bien sûr, aussi pour faire un état des lieux. Peut-être qu'on peut recenser au moins 3 principaux défis pour l'enseignement catholique aujourd'hui. D'abord, le premier, affermir et mieux faire connaître le projet éducatif de l'enseignement catholique, ce qu'il a de singulier. Alors là, c'est la question de ce qu'on appelle le caractère propre, qui est toujours en débat, hein, aujourd'hui comme il était dans le passé. Qu'est-ce à dire le caractère propre de l'enseignement catholique ? Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 23 novembre 1977, avait estimé, et je cite, que la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement. Voilà.
Un établissement catholique se doit donc d'avoir un projet éducatif particulier et d'y mettre un esprit qui est celui, évidemment, de l'Évangile. Ainsi que le disait le père Max Cloupet, qui a été longtemps secrétaire général de l'enseignement catholique, il disait, et c'est suggestif, évocateur, il disait « Il n'y a pas de mathématiques chrétiennes, mais il y a une manière différente d'enseigner les mathématiques, de réfléchir sur les sciences à la lumière justement de l'Évangile. » Donc ça c'est le premier défi. Et puis j'ajoute d'ailleurs qu'aujourd'hui on vit dans un climat de laïcité parfois agressive qui déstabilise un peu les écoles, les chefs d'établissement, et qu'on doit absolument encourager nos chefs d'établissement pour qu'ils puissent relever ce défi de la singularité de l'enseignement catholique aujourd'hui, et voilà, on les encourage. Deuxième défi, celui de développer la liberté et l'excellence éducative et pédagogique pour tous. J'insiste sur le pour tous, parce que l'excellence, elle n'est pas réservée à une élite. Et donc, il s'agit pour nos établissements catholiques aujourd'hui de promouvoir une éducation qui soit une éducation de qualité, qui soit celle de la réussite pour chacun, au service du bien commun, et donc pour cela qui soit soucieuse de l'accueil des plus fragiles. Voilà, et on sait que c'est vraiment une caractéristique de l'enseignement catholique d'accueillir les élèves en décrochage, les élèves qui n'ont pas eu forcément les mêmes chances que les autres. Et donc, le défi, c'est de faire de l'enseignement catholique une école de l'hospitalité qui puisse promouvoir les relations fraternelles et cultiver ce qu'on peut appeler aujourd'hui, c'est très beau, l'amitié sociale. Voilà. Et puis, troisième défi aujourd'hui, qui n'est pas anodin, c'est celui de renouveler le modèle économique et avec lui la gouvernance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un contexte de baisse démographique et donc aussi de difficultés économiques croissantes qui entraînent des pertes de postes avec des conséquences sur l'offre de formation auprès des familles et leur capacité de choisir librement leur école. Cela oblige nos équipes éducatives à organiser une solidarité indispensable, à mutualiser beaucoup de choses entre eux, et puis à exercer un pilotage qui soit aussi efficace que possible au service de la mission éducative. Alors on va passer à un autre sujet. J'ai lu dans la presse qu'il y avait également la présence d'archevêques africains, notamment je crois du Mozambique et du Burkina Faso. Je voulais savoir en quoi l'Église d'Afrique était un moteur pour l'Église en France et comment cette Église pouvait finalement aider les paroisses européennes. Voilà, c'est effectivement nous avons eu un moment de partage très fort avec des frères évêques africains. Donc vous avez cité 2 archevêques du Burkina Faso et puis du Mozambique. Et puis aussi nous avions, c'est à noter quand même, les 2 cardinaux archevêques de Kinshasa en RDC et de Kigali au Rwanda. Voilà. Et donc ils étaient là, pourquoi ? D'abord pour renforcer la fraternité entre églises sœurs, et c'est important. Alors que, on le sait, le continent africain a été en grande partie évangélisé par des missionnaires européens, et il y a beaucoup de gratitude exprimée par les Africains en ce sens. On a vu depuis quelques décennies le mouvement s'inverser. Désormais, ce sont nos frères africains qui pourvoient à la pénurie, on peut dire, des églises du vieux continent,
consécutivement à la sécularisation qui les ont gagnés. Et donc on a revisité le contenu de cette lettre encyclique que le pape Pie XII avait rédigée il y a déjà longtemps, en 1957, une encyclique qui a pour titre Fidei Donum. Fidei Donum, ça veut dire le don de la foi. C'était l'occasion de se redire que dans le contexte d'une baisse des effectifs en Europe, surtout des prêtres, eh bien, l'envoi de prêtres venus d'ailleurs, d'autres continents, et spécialement du continent africain, est vraiment un don de la foi. On peut dire que l'Afrique, elle est un poumon spirituel aujourd'hui pour l'Europe sécularisée. Et c'est pour cela qu'il était absolument important que nous puissions prendre du temps de partage et de discussion avec eux. Alors la réalité, elle est là, on le sait. La plupart des diocèses de France accueillent un nombre important de prêtres venus d'ailleurs pour assurer la charge pastorale des communautés chrétiennes. Mais le défi de la préparation à cette mission est déterminant. Nos frères évêques sont venus d'Afrique pour nous dire qu'est-ce qui leur semblait, à leurs yeux, important pour que cette coopération missionnaire réussisse, qu'elle puisse vraiment porter le meilleur fruit. Il y a eu même des propositions concrètes qui ont été faites, notamment l'archevêque de Kinshasa proposait la création d'un institut de missiologie pour préparer les prêtres, les religieux et les religieuses, parce que c'est pas que les prêtres, il y a aussi des religieux et des religieuses qui viennent en Europe, pour les préparer à cette mission et leur donner les moyens d'approfondir d'abord la connaissance de l'Europe, ce qu'elle a de singulier, le contexte de la laïcité qui n'est pas du tout la même chose chez eux, etc. Et puis l'enjeu, il est aussi de préparer davantage que c'est peut-être le cas aujourd'hui, nos communautés paroissiales à accueillir des prêtres missionnaires et faire en sorte que les prêtres venus d'Afrique viennent non pas faire ce qu'un prêtre français aurait fait, mais apporter de manière adaptée les richesses spirituelles de son Église d'origine. Une façon de nous redire et c'est important, que l'annonce de l'Évangile est liée au peuple auquel il s'adresse. Voilà. Ne pas prendre en compte la culture des peuples, ça a été une tentation dans le passé. Tentation, on peut le dire, d'une pastorale colonialiste. Voilà. Alors, c'est important qu'on se redise des choses fortes à ce sujet. Alors, voilà, on s'est demandé comment améliorer les choses, comment améliorer les relations mutuelles. Eh bien, peut-être en repensant l'envoi des prêtres dans une programmation qui n'est pas une simple aide, mais une vraie collaboration. Et donc, ça suppose de mettre en place des modalités nouvelles entre les églises qui envoient et les églises qui accueillent. Voilà. Et on a aussi, bien sûr, évoqué ce que les Africains peuvent nous apporter de singulier, en particulier à travers le ministère des catéchistes, qui en Afrique est très fort. Et pour nous, ça peut être inspirant. Voilà. Donc, qu'on puisse l'approfondir avec eux, c'était important. Pour terminer cet entretien, je voulais quand même revenir avec vous sur la décision qui a été reportée sur la structure d'accompagnement pour les victimes majeures d'abus sexuels. Et cette décision a été reportée au printemps prochain. Est-ce que vous pouvez nous partager quels éléments doivent encore être définis pour assurer la prise en charge de ces personnes ? Voilà, c'était un volet important de notre assemblée plénière. Jusqu'à présent, on peut dire qu'un travail énorme, considérable a été fait depuis quelques années, depuis 3 ans en particulier, pour les victimes mineures. Et il était question à cette assemblée de travailler
sur la manière dont on accompagne les victimes majeures. Oui, on a eu des débats, on a beaucoup travaillé là-dessus. On pensait peut-être pouvoir publier des conclusions un peu précises dès cette assemblée, mais ça nous a semblé un peu prématuré. Concernant les victimes adultes, notre discernement n'est pas encore complètement achevé, donc il faut le mûrir. Il y a d'abord, je dirais, la question qui concerne la pédagogie employée. Une proposition a été faite qui invite, en ce sens, dans l'accompagnement des personnes adultes, à être relié à l'exercice professionnel de la médiation. Pour dire que accueillir des personnes adultes, ça peut prendre du temps. Ça ne se réduit pas à enregistrer une plainte ou une souffrance. Il s'agit de prendre en compte, plus globalement, une histoire singulière et d'intégrer dans le cas examiné ce qui a pu survenir dans d'autres formes possibles d'abus, abus de conscience, abus d'autorité, situation d'emprise. Ce sont des choses qui ne sont pas simples à discerner. Et donc ça suppose du temps. Quoi qu'il en soit, qu'il soit bien clair que nous, les évêques de France, nous sommes plus déterminés que jamais à mettre en œuvre les résolutions qui ont été votées maintenant il y a 3 ans suite au rapport de la SIAZ. Nous sommes engagés de manière résolue et nous le sommes ensemble, nous aidant les uns les autres. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous, Eugénie, pour votre écoute et votre patience. Merci pour ce temps de partage. Et on se donnera donc rendez-vous. On a décidé que ça pouvait être une fois tous les 15 jours, par exemple, sous ce format-là, en espérant que nos auditeurs en seront satisfaits. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.